Bonjour à toutes et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré pour une nouvelle émission du format Super Friends, qui est l'émission qui va à la rencontre des personnes qui font vivre la culture comics par leur métier. Et aujourd'hui, on est à la rencontre d'une nouvelle maison d'édition qui s'est lancée en 2022 et qui s'appelle Black River. C'est la 52e maison lancée au sein du groupe Editis et nous allons pouvoir donc parler de la première année passée de stratégie éditoriale, mais aussi des titres à venir en 2023. Et pour cela, nous avons le plaisir de recevoir dans le podcast les deux personnes qui s'occupent de gérer Black River. Chez Editis, David Guélou, le directeur éditorial, bonjour. Bonjour. Et Alexandra Vagnan, qui est coordinatrice éditoriale, c'est ça? Bonjour, oui c'est ça. Très bien. Des coups, vu que c'est la première fois que vous êtes dans le podcast, moi je fais toujours une première question très basique, qui est simplement de vous présenter un petit peu et de dire ce que vous faites. Donc on commence par toi. Donc je suis David Guélou, je suis directeur éditorial de Black River. Très bien, ouais, c'est sommaire. Non, mais sinon on peut détailler, enfin faut insister, tu vois. Ouais, c'est ça, pour lui tirer les verres. C'est lui qui est à la recherche des titres qu'on va publier, c'est lui qui fait tout le travail d'enquête, n'est-ce pas, sur les comics, pour savoir ce qu'on va publier. Et moi je m'occupe de toute la partie après administrative, gestion, publication, etc. en lien avec David évidemment. C'est ça. Alors David, parce que en fait il y a une situation particulière, c'est que tu vis pas en France, t'es aux États-Unis, c'est ça? Je vois que tu as des espions. Oui, c'est ça. En fait, je suis 6 mois aux États-Unis et 6 mois en France. D'accord. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu juste ton parcours par rapport aux comics, que tu m'as fait comprendre donc tu bossais chez Album avant? Je bossais chez Album avant, effectivement, jusqu'en janvier 2012. Et puis après, à cette époque-là, j'étais dans l'édition, mais pas dans pas pour des comics, mais pour du manga. Et avant ça, en fait, j'avais plus ou moins bossé un peu pour du comics, encore bien avant Album. Donc, on va dire, je suis un lecteur de comics depuis que j'ai 4 ans et demi, avant même de savoir lire. Je m'y suis toujours intéressé. Je suis sorti diplômé de l'école de Joe Kubert. J'étais le premier diplômé européen. Ok. Je me suis dirigé à l'époque sur la division britannique de la Marvel, où j'ai eu une offre d'embauche. Je suis allé faire mon service militaire. Je suis sorti, il n'y avait plus de Marvel britannique. Dommage, donc voilà. Dommage. Et à l'époque, le comics c'était beurre caca sale vulgaire pour à peu près toutes les maisons d'édition, sauf celles qui en publiaient déjà. Voilà. Maintenant, c'est devenu bien plus populaire et à peu près toute maison d'édition de bande dessinée qui se respecte a fait un peu de comics. Voilà. Alors qu'est-ce qui t'a poussé à vouloir toi en faire également, parce que c'est vrai qu'en France on a eu un boom de l'offre des comics depuis 2012 avec l'apparition de Urban Comics. Ouais. Sachant que c'est un secteur par contre qui a justement une offre qui est très très importante, donc faut réussir à se faire une place aussi. Donc qu'est-ce qui t'a motivé à te lancer sur ce marché? Eh bien, c'est plus ou moins par le biais de Grégoire Hello. Je simplifie, que ça a commencé. Au tout début, on voulait monter d'autres projets qui finalement ont tourné là-dessus quand quelqu'un a fait « Mais au fait, vous y connaissez en comics, vous ?» Je fais « Oui ». Et à partir de là, ça allait très très vite on va dire, pour ce milieu. Alors c'est très vite pour l'édition, donc c'est relativement lent, et en plein milieu, en plus, il y a eu le Covid. Donc, voilà. Donc ça veut dire que ça faisait déjà depuis 2020 que, en fait, il y avait depuis projet. Non, depuis 2018. Ah oui, d'accord, ok. Faut retracer voilà. l'historique. Depuis 2018. En 2020, on s'est dit, ça y est, c'est bon, on y va, on se lance. Et boum, fermeture des frontières, tout s'est arrêté. Donc on a repris, et en fait, je suis officiellement, je fais partie des meubles officiellement depuis 2021. D'accord. Le 1er janvier 2021. D'accord. Voilà. Est-ce que tu peux un peu nous détailler la stratégie éditoriale que vous voulez avoir donc avec Black River, puisque je me rappelle dans votre communiqué de presse que tu disais que oui, les lecteurs étaient partagés entre saga de super-héros et indé underground. Ouais. Donc j'aimerais voir un peu, ça j'avais envie d'en discuter avec toi. On va dire que pendant des décennies en fait, effectivement, les comics c'était surtout de la presse. C'était ce qui sortait. Strange, Special Strange, toutes ces variations, Haridi, etc., etc., etc. Et ensuite, ils ont commencé à publier des volumes plus entre guillemets respectables, dans la mesure où c'était du livre. Ça marchouillait,
Et au fur et à mesure, d'autres personnes s'y sont mis, jusqu'à ce que finalement, en fait, maintenant, c'est devenu carrément la force de frappe des comics en France. Il y a plus rien, enfin, il y a pas grand chose qui sort à l'heure actuelle en presse. Ah si, je crois qu'il y a encore. Non, Urban sort encore d'autres trucs. Non, Urban a abandonné. Là, et Panini fait juste des oldies en fait en presse, mais tout le reste est passé en librairie. Tout le reste est passé en librairie. Donc là, à l'heure actuelle, le lectorat maintenant en fait recherche du comics, c'est-à-dire vous allez à la Fnac, vous trouvez des comics, vous allez dans les grandes surfaces, vous trouvez des comics. Quand j'étais gamin, j'aurais rêvé de ça, quoi. Mais le marché est plus du tout le même. Donc, et on s'intéresse à d'autres choses. Effectivement, on peut se précipiter sur du super-héros. Il y a pas de mal. Moi-même, je continue. Hein. Et à côté de ça, il y a des ouvrages qui sont incroyables, des récits qui sont exceptionnels et qui se développent et qui touchent un autre public. C'est-à-dire que ce soit, bon, le meilleur exemple, ça reste quand même Walking Dead, hein, on va pas se mentir, qui a cassé la baraque en France, aussi bien d'un point de vue reconnaissance que de vente. Mais qui est presque un épiphénomène à l'égard du marché comics. Hein. Mais on va dire que maintenant on commence à avoir des choses qui commencent à vraiment bien marcher. Maintenant, c'est très très dur de faire concurrence à des choses qui valent 4,90 et qui sont vendues à Carrefour juste avant qu'on prenne du beurre. Donc voilà. Mais c'est pas la même chose. C'est-à-dire que on les achète pas pour les mêmes raisons. Il y en a l'un d'entre eux, on l'achète simplement parce que c'est pratique, ça coûte pas cher. Même dès l'instant, il faut sortir au minimum 15 €. On commence à devenir un peu plus pointu, on affine, on va dire, par rapport au goût, si on est intéressé, si c'est tentant, est-ce que le graphisme est bien, est-ce que la couverture est intéressante, est-ce que d'autres personnes nous en parlaient, etc. Donc c'est à partir de ce moment-là que le bouche à oreille vis-à-vis de l'histoire elle-même devient intéressante, et je pense que c'est par ce biais-là qu'il faut attaquer. Ok. Alors comment on fait concrètement Ce qui est intéressant, c'est que voilà, vous avez lancé une maison d'édition. Donc c'est quoi les étapes pour lancer une maison d'édition Quel était ton chemin depuis 2018 alors, si je comprends bien? Comment on forme l'équipe? Comment on définit les ouvrages à publier et tout ça? Ça, c'était pas complètement moi. On va quand même être relativement honnête. C'est Adeline surtout qui a beaucoup, Adeline Laborie, qui a beaucoup travaillé en fait sur la création de la marque. Adeline, donc, qui s'occupe de Kurokawa. Puisque Black River et Kurokawa, a été lancé, voilà, exactement. Donc c'est elle qui a monté. Alors je parle des étapes que j'ai vues moi, parce que j'ai sûrement pas tout vu, mais qui a déjà l'idée venant de David en fait de monter une maison de comics. Elle a pris le relais après derrière pour montrer un business plan, pour monter, créer une structure viable en fait avec les personnes qui vont intervenir dessus, avec les équipes aussi de Kurokawa, voir comment ça allait se répartir. Et puis après, David a amené les premiers titres et elle s'est chargée en fait de tout préparer, de préparer en fait, j'allais dire la coquille, toute la structure administrative et gestion pour qu'après il puisse faire son petit travail magique sur choisir les titres et qu'on puisse les publier par la suite. Il y a eu beaucoup d'allers-retours. C'est-à-dire que d'une manière ou d'une autre, on s'envoyait des mails, je venais en France, on avait des réunions, je repartais. On revenait ensuite, on va dire qu'il y avait des nouvelles choses qui venaient sur la table par rapport à des changements de structure ou encore simplement d'intention, des nouvelles ventes qui arrivaient, les lignes etc. éditoriales aussi, les discussions autour des lignes éditoriales. Absolument. Et des orientations qui allaient être prises pour que ce soit cohérent et défini, en tout cas depuis le début, pour qu'on ait une ligne directrice. Voilà, c'est ça. Comme l'idée n'était pas de produire un raz-de-marée de comics, mais de choisir vraiment, ça permettait aussi à David après d'avoir une idée précise de là où il voulait aller et de faire son tri en fait dès le départ en fonction des lignes éditoriales. C'est quand même plus simple dans ce sens-là, quoi. C'est peut-être schématisé, mais on va dire on s'est calqué plus ou moins sur Kurokawa dans la mesure où ce n'est pas forcément l'éditeur qui va inonder le marché de manga, mais qui essaie de choisir un certain nombre de titres pour sa ligne éditoriale, pour ses envies, pour la qualité de ses œuvres. On s'est dit qu'on allait plutôt choisir de manière plus ou moins précise des œuvres qui pouvaient nous intéresser, que ce soit des licences, que ce soit des choses plus indépendantes, du comics plus comicien, il n'y a pas d'autre mot mais c'est pas grave, je l'ai inventé quand même, et rester on va dire dans cette ligne là vraiment. Et c'était ça le plus intéressant. Ensuite, effectivement, la concrétisation a été il y a eu plusieurs départs, quoi.
Définir quel format, enfin, je veux dire la maquette en elle-même, l'identité graphique, enfin, je veux dire toutes ces petites choses qui font qu'après ça devient des automatismes, on n'a plus à y toucher, mais dans l'absolu, au moins au départ, il y a besoin que ce soit cadré. Des partenariats au tout début. Pour le moment, on devait avoir un partenaire, un éditeur étranger qui était un partenaire, qui finalement s'est retiré de l'affaire. Pas parce que ça l'intéressait pas, parce qu'ils avaient leurs propres problèmes suite au Covid et en termes de logistique. Finalement, on a dit bon. C'est pas grave, on va le faire nous, tout seul. Donc voilà, enfin émotionnellement moi c'était les montagnes russes, enfin voilà. Mais ça a pris du coup beaucoup de temps. Ça a pris beaucoup de temps. Non, ça, mais c'est une équipe de combien de personnes, parce qu'il n'y a pas que vous deux, j'imagine, alors s'il faut un peu des maquettistes. Alors on a des ressources communes avec Kurokawa. Ça c'est un avantage peut-être d'être au sein aussi d'un même groupe. C'est un gigantesque avantage. Parce que en fait on peut du coup s'appuyer sur des services qui sont déjà établis et qui ont l'habitude de tout ça. C'est ça qui compte énormément. Et après, à partir de là, on a aussi beaucoup de prestataires extérieurs. En fait, les maquettes, c'est des gens, c'est des indépendants en fait avec qui on travaille. Les traducteurs, pareil. Donc en équipe pure, il y a, je parle sur l'édito, il y a David et moi. Oui. Voilà. Et puis après, on partage nos ressources avec le reste de Kurokawa sur la mise en marché, la commercialisation, la presse. C'est notre super lore qui gère la presse. Le marketing. Pour nous, le marketing, etc., etc. Oui. D'accord. On peut pas vraiment compter dans le sens où c'est des gens qui sont aussi partagés, mais on est quand même une bonne dizaine, je pense, au final, à intervenir de près ou de loin sur la marque en elle-même. En tout, oui. D'accord. Alors, dans votre line-up de lancement, on distinguait, à mon sens, 3 axes principaux. D'une part, des licences tirées de jeux vidéo Ubisoft. D'autre part, de la reprise de la licence Magic the Gathering avec la dernière série en date chez Boom Studios. Absolument. Et donc des titres indés comme le Neil Gaiman, donc enfin une étude en émeraude, et le Walk Through Hell qui a été pris chez Aftershock. Ouais. Moi, j'avais une première question du coup, c'était pourquoi d'abord cet axe sur les jeux vidéo, parce que ça fait du sens dans mon esprit parce qu'en fait le jeu vidéo attire un nombre de personnes incroyables, mais je pense que tu as pu voir le marché ces dernières années que si Injustice a été l'un des rares comics tirés de jeux vidéo qui a vraiment explosé en France, mais les autres comme The Witcher et tout ça, ça reste des choses plus confidentielles, j'ai l'impression. Alors peut-être que je me trompe, mais je me dis pourquoi se lancer là-dessus? Alors la réponse est une réponse complètement geekesque. J'aime bien Assassin's Creed. Et je trouve en fait que les récits tirés de ce monde-là sont intéressants pour la plupart, et on va dire il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites, parce qu'il y a du manga, il y a du franco-belge. Je trouvais en fait que jusqu'ici les comics d'Assassin's Creed étaient enfin la chose la plus intéressante qui était faite en termes de bande dessinée. Ça, c'est mes goûts personnels. Point. À partir de ce moment-là, ça correspondait plus ou moins, on va dire, à la relance d'Assassin's Creed qui sortait aux États-Unis chez Dark Horse. Et sur ce, on a contacté Ubisoft, et Ubisoft nous a dit mais on a plein de choses qui sortent. Si vous voulez, vous pouvez récupérer une partie du catalogue non exploité, mais aussi les nouveautés. Et dans les nouveautés, il n'y avait pas que de l'Assassin's Creed, il y a d'autres licences de chez Ubisoft qui étaient intéressantes, donc mais on se réserve le droit de refuser, bien entendu, si ça nous intéresse pas du tout. On a refusé, je crois, Immortal Phoenix Rising. C'était trop jeunesse pour nous, donc on l'a pas pris. D'accord. Mais le reste, Assassin's Creed, Mythe oublié, par exemple, oui. C'est ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait de trier les comics en fonction de la ligne éditoriale qui a été établie depuis le départ. C'est surtout ça. On n'a pas trop vocation, même si on se l'interdit pas, mais on n'a pas vocation à faire vraiment de la jeunesse en comics pour l'instant. En tout cas, si le beau projet se présente, pourquoi pas, mais c'est pas le point de départ, on va dire. Oui, et puis le contenu de l'histoire, ça, je ne sais pas. Si Ezio Editore d'Assassin's Creed remplit sa fiche d'impôt, on s'en fout. C'est pas, ça n'a aucun intérêt. C'est simplement est-ce que le projet est intéressant ou pas. Voilà. Mais c'est quand même, tu seras d'accord avec moi que ça part quand même à un lectorat qui est d'abord joueur, parce que si t'as jamais fait Assassin's Creed Valhalla ou les Far Cry, tu comprendras pas trop ce qui se passe dans ces BD. Pour ceux qui sont sortis, c'est plus ou moins vrai. Par contre, il y a 2 bouquins qui vont sortir qu'on peut aborder parfaitement sans avoir jamais joué à Assassin's Creed.
sans avoir jamais touché à un paddle. Et c'est de la bande dessinée qui est très bonne. Et je dis bande dessinée, je précise même pas comics. En tant que bande dessinée générale, c'est quelque chose qui est très très fort. Ok. Assassin's Creed Brahman, je pense à ça notamment. C'est vraiment une bonne BD par Carl Keschel qui à la base est un bon auteur. Tout de même, il y a sujet numéro 4 toujours de chez Assassin's Creed, qui était le premier comics d'Assassin's Creed commercialisé à l'époque, publié par Wildstorm. Ok. Et ben, on va le sortir parce que on estime que c'est quelque chose de bien, avec un assassin qui a on va dire des souvenirs de la révolution bolchevique en même temps avec son ancêtre. On alterne entre les deux. Ça rajoute à la mythologie, mais en même temps, c'est un comics du feu de Dieu. Il y a des gens à l'époque qui n'avaient jamais joué à Assassin's Creed, qui ont lu ce truc-là, qui ont aimé. Certains d'entre eux, par la suite, sont passés à la manette. Ça arrive aussi dans l'autre sens, hein, je dis pas, mais c'est un comics qui suffit à lui-même. Ce n'est pas, c'est pas de la basse licence vilement commerciale. Voilà. Et est-ce que le fait d'avoir justement un partenaire comme Ubisoft, ça permet aussi, je sais pas, de développer des actions, notamment par rapport aux sorties de jeux vidéo ou par rapport à faire des projets multimédia? Je laisse la parole à ma valeureuse partenaire. À Alexandra. Alors, en l'occurrence, c'est le projet, en fait, un des projets de début d'année qu'on a, puisque Ubisoft va sortir début mars un jeu vidéo qui s'appelle Skull and Bones. Et du coup, nous, on va publier le comics qu'on voudrait sortir exactement en même temps, en fait, au moment du lancement. Et la grande stratégie de David, qui a négocié ça d'une main de maître, c'est que on va le publier avant les États-Unis. On aura le comics final avant les États-Unis, puisque le premier fascicule de Skull and Bones sortira aux États-Unis au moment de la sortie du jeu, mais nous, on sortira le comics en intégralité à ce moment-là. Donc voilà, ça c'est un petit peu le côté sympa pour le coup, et ce sera la première fois qu'on pourra sortir le comics en même temps que le jeu vidéo qui l'accompagne. Donc pour le coup, effectivement, on espère que ça va permettre de faire résonner ça dans la communauté comics et jeux vidéo à la fois, de manière un peu plus large, quoi. Parce que un des plus gros problèmes, c'est qu'on sort des comics adaptés de jeux vidéo, comme ce sont des adaptations de parution américaine, il y a un décalage. Donc ce n'est jamais synchronisé. Voilà. Pour une fois, on va pouvoir rectifier le tir. Prendre un petit peu d'avance. C'est-à-dire que vous pouvez faire des opérations. Alors, je sais pas non, parce que c'est en mars, je sais pas s'il y a des salons du jeu vidéo en France, mais tu pourrais imaginer même des opérations de, je sais pas, un pack avec le jeu et la BD. Je sais pas si vous êtes au contact avec des gens. Nous ne sommes pas habilités à répondre publiquement à ce genre de questions. Ouais. Nous n'avons pas le droit. D'accord, messieurs, secret défense. Désactivez immédiatement tous les snipers. Mais j'imagine que c'est vrai que on y a plus que pensé. Il y a des choses qui se passent et on verra bien si ça marche ou pas. C'est pas forcément en fait évident de monter des opérations comme ça avec un poids lourd comme Ubisoft, parce que on n'est pas sur les mêmes. D'abord, on n'est pas sur les mêmes temporalités, ni eux ni nous. On n'est pas sur les mêmes ventes et on n'est pas sur les mêmes enjeux. Donc, on cherche pas forcément la même chose dans ce qu'ils vont mettre en vente eux. C'est pas forcément les mêmes cibles non plus. Bref, c'est pas évident. Si vous vendez des comics, vous en vendez, comme le premier numéro de Walking Dead, vous en vendez 350 000, vous êtes heureux, vous êtes content, vous êtes joyeux. Mon patron m'appelle monsieur, il m'invitera à manger dans un endroit qui sera très très bien. Voilà, c'est fantastique. Ubisoft, s'ils font une bonne vente, c'est 7 millions. Et pas au même prix. Donc, à partir de ce moment-là, on est, effectivement, on joue pas dans la même cour. On les appelle monsieur et voilà, c'est tout. C'est ça. C'est-à-dire que vous-même, quand même, vous avez des objectifs aussi. Vous fixez un certain seuil. Est-ce que c'est en comparaison, par exemple, justement, au fait qu'il y a, je sais pas, 3 millions de joueurs d'Assassin's Creed, alors vous dites, bon, on peut en convertir 1% en lecteurs. À ce stade-là, on peut même pas, alors, ce serait bien, mais qu'on regarde effectivement les différentes ventes qui ont été faites de bandes dessinées adaptées de jeux vidéo, si on se base que sur les ventes, on peut même pas prétendre à 1%. Non, en fait, on fait un croisement entre les fanats de jeux vidéo, les fanats du jeu vidéo en question. Ça va aussi dépendre de leur mise en place quelque part, et du coup du rayonnement qu'ils vont accorder à leur jeu vidéo, et du coup à la licence au sens plus global du terme.
et puis de ce que nous on fera et des points de vente sur lesquels on pourra les placer, quoi. Et les fans de pirates, on sait et jamais. les fans de pirates, c'est ça. Pour à quel fond, on sait pas. Les Pirates des Caraïbes, ça nous aurait peut-être aidé, Voilà, en fait, de ça, savoir. Mais ça aussi, Oui. Ouais, non, c'est une question un peu naïve, mais est-ce que c'est des BD en termes de mise en place qui peuvent aussi être mises en vente, justement, alors plus dans des grandes surfaces, pas très loin d'un rayon vidéo, Nous ou ne même sommes dans pas habilités des... à répondre à ce genre de questions une fois de plus. Aïe! Voilà. Faut que j'arrête de Non, poser mais des non, mais questions. en fait, ce genre de questions, on se l'est posé. On l'a lancé tous les fils à l'eau, mais cette partie-là, en l'occurrence, c'est pas nous qui nous en cherchons, c'est plutôt notre service commercial et notre diffuseur, les gens du marketing qui vont pouvoir voir et par la suite s'entendre, se mettre d'accord avec les différents points de vente potentiels. Est-ce que ça aura lieu ou pas? Ça, c'est un autre truc parce que c'est une machine gigantesque à mettre en place. Après, je pensais pas forcément à Skull and Bones pour pas griller des plans marketing. Mais c'est même sur les autres trucs. Mais c'est valable. C'est valable pour tout, en fait. Voilà, si demain on fait des comics, je sais pas moi, basés sur M&M's, ça sera la même. Hein. Il y a pas de comics basés sur M&M's quand même. Le désespoir dans ses yeux, là, il y a eu Challenge un stress. accepté. Non, ils ont déjà fait des comics KFC, c'est bon. Arrêtons là. Oui, il y a eu un moment de stress là. Ouais. C'est bien. Ma deuxième question, c'est sur le deuxième axe. Du coup, c'est sur Magic. Vous avez pu récupérer la licence à Boom. Alors, comment ça s'est fait un petit peu? C'est parce qu'il y avait iComics qui avait proposé un premier tome chez eux, avant que vous vous lanciez. Oui. Puis finalement, ça n'a pas été poursuivi. C'est parce que en fait, iComics adaptait les comics qui étaient sortis chez IDW. Ouais. Dès l'instant où c'est passé chez Boom Studio, là, les droits étaient disponibles et en fait on a fait une offre. On était en contact avec eux pour d'autres choses et en gros ça marchait. Voilà. Et l'histoire était intéressante parce qu'il s'agit d'une enquête. C'est-à-dire que ce biais-là, pour moi, était relativement intéressant parce que ça n'a pas réellement été fait pour un truc qui est quand même de la fantasy. Là, on découvre les mondes de Magic à travers une enquête. Donc forcément, il n'y a pas mieux. À chaque fois qu'on explore quelque chose, le lecteur, en fait, apprend, ah oui, il se passe ça, ça, ça et ça et ça. Et le fait pour moi, qui je suis entre guillemets, je suis pas tout jeune, mais de voir des personnages occupés, on va dire, ne pas être forcément les personnages principaux, etc., mais de voir Jace Beleren ou encore Liliana Vess en me disant qu'est-ce qu'elle fait là, elle, et en fait utiliser dans de façon, on va dire, pas secondaire, mais on va dire ils n'ont pas le rôle principal pour pouvoir continuer de creuser cet aspect plus de détective, ni plus ni moins, pour arriver à un final qui est relativement explosif. Pour moi, c'était quelque chose qui avait jamais été fait. Plus le dessinateur, je le trouvais plutôt sympa. L'histoire fait en sorte que, finalement, il plaît à tout le monde, donc il a terminé carrément chez Marvel en train de faire du Doctor Strange et d'autres choses. Donc, très bien. Au contraire. Disons que c'est une bonne introduction à l'univers de Magic, même pour ceux qui connaissent pas, en fait. Pour moi, c'était pas mon domaine du tout, et c'est beaucoup plus facile pour identifier et comprendre la licence de passer par le biais du comics. Alors ok, c'est un bien un peu détourné, je suis d'accord, mais en fait voilà. Et pour finir sur ce que disait David, le fait qu'on ait obtenu la licence Magic, c'est surtout une série de raisons en cascade qui tiennent pas de nous, en fait, en réalité, qui tiennent de ce qui s'est passé aux États-Unis et qui du coup font qu'après nous on a pu faire une offre, et sinon effectivement on l'aurait jamais eu, ce serait resté chez l'autre éditeur dont j'ai mangé le nom, je suis désolée, iComics. Voilà, donc c'est un concours de circonstances, mais lié à des marchés, au marché états-unien lui-même, en fait. C'est-à-dire que pour le coup, t'étais pas toi-même joueur de Magic et que tu voulais du coup proposer il y a longtemps. C'est-à-dire, j'ai pas, on va pas se mentir, j'ai pas joué à Magic depuis 1998. Ouais. Mais à l'époque, je jouais. Attends, mais t'as quel âge? T'es pas si vieux que ça, quand même. C'est à ce moment-là que normalement on entend le générique d'Highlander, mais on va dire je suis plus vieux qu'on le. Oui. D'accord, t'as raison, parce que tu les fais pas, mais ce que je veux dire, c'est que même parce que c'est une licence qui est, en fait, on soupçonne pas forcément le lore, c'est-à-dire que quand ils jouent, notamment quand t'es ado et que tu y viens, tu soupçonnes pas que en fait il y a le lore derrière, que t'as des romans qui étaient publiés et tout ça, et même le concept des Planeswalkers qui est pas forcément simple à comprendre en tant que joueur et après en tant que découvreur de cet univers. Donc c'est ça. C'est le truc avec justement la chose intéressante avec Magic, c'est que le lore est gigantesque.
c'est sans fin. Il y a une série télé qui arrive sur Netflix. C'est vrai qu'il y a ça aussi. Il y a un film qui est en préparation. Il y a si officiellement, je vous jure. Ouais, je me rappelle pas de ça. Et c'est, on va dire que c'est du cross-média, c'est du vrai cross-média de nouveau. On n'est pas en train d'adapter une énième partie en disant tiens, hop, on va mettre ça. Non, c'est un univers qui s'est étendu suffisamment pour qu'il puisse être adapté un peu partout. En fait, c'est ça qui est vraiment intéressant et du coup, chacun peut y prendre un peu ce qu'il veut. L'utiliser et le présenter un peu comme il veut. Je parle de la série notamment qui sera assez différente de ce qu'on a pu faire nous en comics et qui est assez différente de l'univers lui-même. C'est-à-dire qu'à partir du moment où de toute façon vous avez aussi d'autres partenaires, enfin que c'est une licence donc avec Wizards of the Coast, qu'il y a Netflix pour la série animée, c'est-à-dire qu'il y a des snipers partout en fait qui gèrent vos moindres déplacements parce qu'il y a plein de trucs. C'est ça. Non mais pour faire valider. Parce que moi je peux même plus vous poser de questions sur pareil aussi sur le fait que vous avez quand même, en tout cas sur ces 2 premiers angles de Black Raider en fait, oui une stratégie qui est clairement axée aussi sur le fait que ce sont des propriétés transmédia et qui permettent de servir de passerelle en fait vers d'autres publics. Mais ça rajoute une difficulté, c'est-à-dire qu'à l'heure actuelle qu'on fait valider notre version à nous, je sais pas moi, du tome 2 ou d'un tome de Magic, il faut que ce soit validé par Boom Studio, il faut que ce soit validé par Wizards of the Coast, mais en amont également Hasbro. Aussi. Donc voilà, donc on croise des doigts à chaque fois pour qu'un graphiste se dise pas merde, qu'est-ce que je dois faire, je dois tout refaire, pourquoi? Parce que quelqu'un, plus on est intervenant, plus il y a de chances de modification. Alors que forcément, si c'est un intervenant, parle de risque, s'il te plaît. De risque. Ça n'aura pas lieu. Ce sera fluide. Et justement, techniquement, dans le processus, quand vous parlez avec ces différentes équipes ou avec l'équipe américaine, est-ce que il suffit simplement de faire une adaptation en fait de l'ouvrage qui doit paraître en VO? Dans certains cas, oui. Dans d'autres cas, pas du tout. Ah ouais. Faut être collé au maximum à ce qui a été fait à version américaine. Donc non, enfin globalement c'est quand même plutôt suivre au maximum ce qui est fait à les Américains. Après il y a quelques micro adaptations. Parfois il y a des tomes qui renvoient à des tomes qu'on n'a pas publiés ou des tomes qui renvoient. Bon là faut être un petit peu imaginatif pour remplir un récitatif qui est pas le bon, mais c'est tout. Tu parlais de Magic ou en général? De façon générale, mais Magic pas particulièrement aussi. Quoi. De manière générale, on nous demande de coller au maximum. Oui. Voilà. Et du coup, les rares adaptations qui sont faites concernent effectivement, comme je le disais, des renvois vers d'autres tomes, soit qu'on n'a pas publié nous, soit qui n'ont même jamais été publiés et qui du coup font que bon, on va combler un petit truc là ici, je sais pas ce qu'on va mettre, ça ira bien. Et au niveau du vocabulaire, on parle presque de lexique officiel. On peut pas mettre n'importe quoi. Oui. Tout est obligé d'être vérifié. On a du bol parce que en fait, notre traducteur c'est Xavier Hanard, qui en l'occurrence traduit des cartes Magic. Voilà. Donc voilà, on a été validé. Du coup là, on peut dormir à peu près tranquille. On n'est pas censé avoir trop de soucis de ce côté-là. Sans même passer par nous, ils demandent des fois directement à Wizards of the Coast comment. Ça, je traduis comment. Voilà, pas de problème. Et donc il a un lexique entre guillemets qu'il a commencé à constituer chez lui et qui est disponible aussi sur Wizards of the Coast France. Mais justement, par contre, oui, moi, en fait, j'avais pris ta question en disant est-ce qu'on colle à mort? Il y a des fois, on ne peut pas. Il y a des volumes à l'heure actuelle qu'on a dû reconstituer, on va pas citer, mais là, ça a été un travail plus d'archéologue. D'accord. Où on reconstitue, on met des pages de garde tant bien que mal, on essaie de faire en sorte que ça colle comme on peut pour Skull and Bones, même chose. Il va falloir on aura les fascicules, mais on n'aura pas forcément le bouquin en lui-même. Oui, parce que là, il n'existera même pas en VO de toute façon. Là, donc, c'est le cas un peu. Ce que veut dire que vous allez imposer après aux Américains la façon dont l'ouvrage va être. Eh ben non, justement, on va imposer à Cocorico, à Ubisoft. Voilà. D'accord. Okay. Ubisoft se chargera d'imposer aux Américains. Voilà. Nous, chat perché, on n'aura rien fait. Une fois de plus, on les appelle monsieur. D'accord. Et donc du coup, le troisième axe, c'est sur la partie plus indé, vraiment au sens propre du terme. Donc là aussi, j'imagine que, en plus que c'est peut-être plus facile pour toi vu que tu vis aux États-Unis, mais que tu dois prospecter en permanence ce qui sort. Tout Tu peux pas.
Ah, Il y a trop de trucs. non, chaque semaine. Si, ça pas de problème. Ça fait quoi? Ça fait une soixantaine de bouquins chaque semaine. Ah, mais c'est ok, c'est infernal. Mais attends, c'est ce que je faisais à Album, de toute façon. Ouais, mais tu dors pas Donc, beaucoup alors. Non, je confirme. Mais Après, il fait vite le tri. Enfin, mais oui, il y a des trucs. je veux pas spoiler, mais il fait vite le tri aussi. Voilà, j'élimine Marvel par. Oui, non, mais Marvel d'ici, tu peux pas de toute façon. Oui. Et en indé, tu fouilles ce que tu peux. Mais il y a des choses aussi, même choses qui sont prises. Forcément, tout ce qui concerne Hellboy, ben voilà, c'est chez Delcourt. Tout ce qui est Skybound, de toute façon, c'est chez Delcourt. Etc. Mais il y a plein de trucs qui existent. Il y a plein de trucs qui existent. Il y a plein de choses qui arrivent, que ce soit chez Aftershock, chez Boom, Awa, Image. Il y a plein de trucs qui sont là. Faut fouiller, faut mettre la main dans le cambouis et puis apprécier ou pas. Et puis il y a pas de formule. Tu peux pas dire ça c'est bien, ça va marcher forcément. Ça se fait plus ou moins en feeling. Est-ce que le dessinateur, est-ce que le scénariste, est-ce que c'est adapté pour le marché français, parce qu'il y a des trucs qui n'ont rien à faire, et ainsi de suite. Donc ouais. Justement, il y avait une première question, c'était parce que on sait qu'il y a quand même déjà pas mal d'autres éditeurs en fait avec qui t'es directement en concurrence en fait, parce qu'ils sont aussi sur des titres en indé chez Image et tout ça, mais même au sein de Editis, il y a 404 Comics, donc avec Nicolas Beaujean qui est au bureau à côté, ou je sais pas comment ça se passe dans vos bureaux, mais qui est pas si loin. Au même étage. Au même étage en plus. Donc est-ce que vous coordonnez un petit peu non plus pour pas vous marcher dessus? Est-ce que pas du tout, mais je pense pas qu'on est réellement en fait, on cite pas la même chose. Ouais. Pendant un moment, eux, ils faisaient même des bandes dessinées, des bandes dessinées suédoises. Ils faisaient ce genre de choses. C'est vrai qu'eux, ils font pas que de l'américain. Ils faisaient pas que de l'américain. Nous, on essaye de faire. Alors là, parce que moi, je suis là-dessus, je suis un peu un militant, mais j'essaye de faire du comics qui est le plus comics possible. Il y a des choses chez Aftershock qui sont vachement bien, mais qui, à mon sens, me paraissent trop européennes. Donc j'en veux pas. Ils sont beaucoup plus diversifiés que nous sur leurs sources d'approvisionnement en fait, alors que Black River depuis le départ c'est vraiment entendu entre guillemets comme ça américain. C'est du ricain ou voilà, je mets un tout petit bémol. Il y a les Britanniques aussi, on sait jamais. Oui, d'accord. Mais enfin, très anglophone, très anglophone. C'est leur cousin, c'est pas grave. Très anglophone. Et après, et l'autre question aussi par rapport à ça, c'est justement, c'est parce que par rapport aux autres éditeurs, on sait en plus que dans la dernière décennie, il y a eu notamment beaucoup d'enchères qui ont été menées pour les achats de droits, que c'était entre Glénat, Delcourt et Urban notamment, et que du coup, ça a tiré aussi les prix des achats des comics vers le haut. Est-ce que c'est pas dur en 2022 d'arriver aussi dans un marché où il y a déjà eu beaucoup de brouille en fait autour de, et qu'il y en a encore, il y a encore des éditeurs qui ouais. Je peux pas citer un exemple précis parce que ce serait malvenu, mais on va dire que on a commencé par des enchères qui étaient démesurées à ce que qui que ce soit a pu connaître d'emblée, et on les a pas eu. Il y a des titres sur lesquels il y a des enchères qui sont délirantes. Ça, c'est vrai. Maintenant, sur le reste, j'ai pas la sensation qu'on soit. Plutôt ça calme. c'est plutôt bien. On n'a pas eu. On a eu le cas une fois. Enfin, moi, en tout cas, j'ai eu le cas une fois depuis que j'ai repris. Toi, peut-être une deuxième fois aussi. Mais c'est tout. Enfin, ça se compte pour l'instant sur les doigts d'une main. Donc là-dessus, honnêtement, on va pas se plaindre. Et puis des fois, c'est pas forcément pour le retour. C'est-à-dire qu'il y a des titres qu'on veut. Oui. Point. Voilà. Est-ce que le retour financier sera ou sera pas? Ça, c'est par la suite, on va dire, les hautes sphères qui ça, c'est des prises de décision globales. Prises de décision globales. Ouais, mais après, ça reste ton objectif qui est le retour sur l'investissement que tu fais. Oui, mais quand il y a un titre que tu veux vraiment pour une question d'image, tu peux parfois faire une exception là-dessus si ça vient servir ta ligne éditoriale et te permettre, si tu veux, d'avoir une visibilité autre, peut-être de toucher des publics autres. Je sais pas, il y a des titres, j'ai pas d'exemple en tête, mais tu peux avoir des titres où tu sais que ça va faire parler dans des médias qui peut-être parlent pas de comics de manière générale. Et donc là, t'es prêt à mettre plus, même si c'est pas rentable, parce que tu te dis que ça peut aussi apporter de la notoriété à ta marque. Absolument. Et sortir juste de la case comics. En tout cas. D'accord. Alors peut-être parce que j'allais peut-être un petit peu trop vite pour celles et ceux qui nous écoutent, mais est-ce que vous pouvez un peu détailler justement le processus d'acquisition pour du comics indé? On a déjà fait des podcasts un peu sur cette thématique sur First Print, mais c'est bien aussi d'avoir les points de vue de différents éditeurs. Dans l'ensemble, c'est assez simple. On voit quelque chose est repéré, je ne sais pas, les aventures de concombre, ou pardon, Cucumber, parce que c'est quand même on est international. On a dit qu'on était américain, ouais. Donc Cucumber, donc c'est vachement bien Cucumber. Je te propose Alexandra qui me dira non, franchement avec Cucumber. Non, définitivement non. Ou bien Cucumber c'est génial, c'est dessiné par telle personne, etc. Allons-y. On le présente
devant une sorte de comité, on va dire. De comité de décision, enfin. Voilà. Et on leur vend en disant, voilà, ils vont nous demander pourquoi Cucumber, est-ce que les auteurs de Cucumber valent quelque chose? Y a-t-il des choses qui ont vendu le passé comme Cucumber? En fait, on présente à la fois le comics et ce qui va autour du comics, la notoriété des auteurs, le nombre de titres, enfin tout ce qui va autour de ça. S'il y a une série qui est prévue, s'il y a un film qui est prévu, enfin si on le sait évidemment, bien mais entendu. tout ce qui va autour de ça, l'offre qu'on a décidé de faire et pourquoi est-ce qu'on a décidé de la faire. Et après, selon si c'est validé ou pas, après moi je reprends contact avec les éditeurs américains et je vois avec eux en fait si notre offre leur convient ou pas. Tout dépend de si on est nombreux dessus ou pas. Voilà. Par la suite, et puis ils peuvent toujours nous dire, écoutez, vous avez fait une super bonne offre, mais entre-temps, tout le monde a décidé de tout faire grimper à des... Ou alors ils vont nous dire, vous êtes sûr que vous voulez pas la retravailler? Ouais, c'est ça. Donc là, tu la retravailles très vite. Si t'es vraiment motivé, tu la retravailles. Est-ce que vous voulez la sortir, vous voulez faire un omnibus, vous voulez sortir volume par volume, etc. Et à partir de là, des fois on a la réponse plus ou moins rapidement, des fois on a la réponse au bout de 5 mois. Et il y en a dont on attend toujours la réponse depuis 2 ans et demi. Voilà. 2 ans. Ok, donc c'est pas simple tous les jours. Non, c'est pas simple tous les jours. Et puis, enfin, pour tout éditeur va avoir sa propre popote et on a affaire. Ses propres contrats, surtout. Ses propres contrats. Il y a certains ayants droit sont plus difficiles que d'autres. Et ils vont pas forcément bloquer non plus. Excuse-moi, je te coupe, mais ils vont pas forcément bloquer non plus sur les mêmes choses. Non. Il y en a qui vont refuser catégoriquement, par exemple, la vente des droits numériques. Alors qu'on a tendance à faire un package grosso modo. Il y en a qui vont absolument vouloir que ce soit sorti dans un certain timing ou que ce soit sorti d'une certaine manière à un certain prix. Enfin, il y a parfois des spécificités qui sont... Voilà, alors qu'il y a des titres, par exemple, sur lesquels on s'est renseigné, qui sont intéressants, qui ont été achetés en 2016 et qui sont toujours pas sortis. Oui, parce que parfois les gens mettent juste des options et c'est pour ça que certains éditeurs me disent, écoutez, c'est très très bien, mais par contre, vous voulez le sortir. Oui, c'est-à-dire que maintenant, parfois dans les contrats, il arrive qu'effectivement, on ait une obligation de publier. Voilà. Alors après, dans un laps de temps, ça peut être, je crois que j'ai vu passer jusqu'à 2 ans après signature du contrat. Donc, je veux dire, on est quand même dans les temps, il n'y a pas de souci. Mais on sent que ça s'est durci parce que pour le coup, c'était pas quelque chose qu'on avait dans tous les contrats jusqu'à maintenant. Et là, c'est quasi systématique en fait. Tout à fait. Et je pense que la rétention de licence ou la rétention de titre, ça doit un peu les énerver. Donc du coup, dès l'instant, il y a des éditeurs qui achètent à tir d'arigot et qui ne sortent pas les bouquins. Les ayants droit sont vraiment énervés. Ah ouais. Ça fait mais pourtant ils sont fait de la thune techniquement. Mais ils sont pas intéressés que par ça, ces gens-là. Ah bon? À un moment ou à un autre. Ah oui, mine de rien, ils ont envie de voir leurs bouquins. C'est des ricains, ils aiment que ça, l'argent, non? Alors déjà, c'est pas tous des ricains. Et à côté de ça, il y en a qui voudraient vraiment que ça puisse sortir dans tel pays. Il y en a qui voudraient juste développer leur licence, en fait. Enfin, sortir un comics, c'est une chose, mais peut-être développer l'univers qu'il y a autour pour en faire autre chose. Et pour ça, il faut qu'ils s'appuient aussi sur les ventes qui sont faites dans les différents pays. Si le titre est acheté, qu'il n'est pas vendu. Après, je reviens juste sur ce que tu disais sur les droits. En l'occurrence, oui, il y a un avaloir qui est versé avant, mais si tu dépasses après cet avaloir, tu leur reverses encore de l'argent au titre au titre. Super, au titre des titres, magnifique. Oui. Parce que tu en auras vendu plus que ce que tu avais prévu sur ton avaloir initial. Donc c'est quand même un manque à gagner pour eux si le titre fonctionne. Ça, Donc oui et non. Enfin, voilà, je pense qu'il y a pas mal de choses qui rentrent en ligne de compte. Effectivement, je suis pas sûre qu'il y ait que l'argent qui les intéresse. Si le titre en question fonctionne très bien et dans plusieurs pays du monde, est-ce qu'ils vont pas se dire après on pourrait en faire un film? Enfin, est-ce que les droits pourraient pas être vendus? Donc le blocage, je pense que c'est... Enfin, après, c'est mon avis, mais à mon avis, c'est bon pour personne. Ah non, mais vraiment, il y en a qui font vraiment la gueule même. D'accord, ouais. Et qui veulent plus traiter avec les éditeurs en question. Qui font de la rétention. Parce qu'en disant, moi j'aurais bien voulu voir, puis il y a une question d'ego, une question de feeling, j'aurais bien voulu voir mon bouquin. Je suis publié en Europe. Voilà, je suis publié en Europe. J'aurais bien voulu le voir dans telle langue parce que j'ai habité dans le pays en question, ça m'aurait fait plaisir, etc. Oui, c'est compliqué. D'accord. Alors comment t'as choisi les 2 premiers titres en indé que t'allais publier? Donc en l'occurrence donc une étude en émeraude de Neil Gaiman, puis Walk Through Hell de Garth Ennis.
où là aussi moi ouais voilà c'est ça, c'est-à-dire que là mon point de vue sur de lecteur et de journaliste, c'était de dire bon effectivement, enfin entre guillemets, tu prends pas de risque parce que t'as deux énormes vedettes déjà du monde du comics qui sont Neil Gaiman. Alors même si c'est techniquement c'est Raphaël Scavone qui écrit, mais c'est adapté de Neil Gaiman, nouvelle de Neil Gaiman, qui en plus cette année a eu droit à son adaptation de The Sandman, donc très logique aussi. Et Garth Ennis quelque part aussi, que son nom est de plus en plus connu grâce à The Boys derrière, dont je me dis, tu mises sur des valeurs sûres d'abord? Non, c'est pas ça. Non. Explique-moi alors. En fait, ce qui s'est passé vraiment, c'est que une étude en émeraude, moi je l'avais acheté aux États-Unis, et en fait j'aime bien Lovecraft, j'aime le lore de cet univers à mort, et je suis un grand fan de Sherlock Holmes. Donc forcément, on dit écoutez, il y a du Sherlock Holmes plongé dans le mythe des grands anciens, et le tout dessiné par le mec de American Vampire, je suis content. Le fait que ce soit Gaiman, c'est bien, parce que l'histoire est super, mais c'est limite le glaçage, je dis même pas la cerise, le glaçage sur le gâteau, quoi. C'est tout ce que c'est. Et quand, chemin faisant, j'ai réalisé que les droits sont pas pris, mais c'est pas possible. Je suis précipité, on s'est renseigné pour savoir par qui on devait passer. Je l'ai proposé, on m'a dit que c'était une bonne idée, mais que ce serait, peut-être une petite vente comparativement aux deux autres qui étaient plus des machines de guerre. Et en fait, je suis très très content puisque ça en aurait l'impression. Donc là, c'est vraiment bien, mais c'est une question de feeling. C'était mon coup de cœur. En ce qui concerne Walk Through Hell, je l'avais lu. Et quand Aftershock nous a fait plus en parce que c'est eux qui nous ont contactés, je regardais leur catalogue, il y avait des choses qui m'intéressaient, mais la majorité des choses étaient trop cartoon pour moi ou trop européen pour moi. Et d'un seul coup, je tombe sur Walk Through Hell et c'est Goran Sudzuka qui avait fait Lady Constantine chez Vertigo à l'époque. Je regarde, je me dis c'est pas mal. Et au bout de 2 fascicules, je me dis mais il est fou. Et puis c'est pas du Garth Ennis, ça part pas en couille, c'est bizarre, c'est pas irrévérencieux. Qu'est-ce qui se passe? Et plus je continue de lire, plus je me dis mais mon Dieu, mais c'est pas possible. En fait, c'est un véritable thriller. Mais en même temps, ça met mal à l'aise. Donc ma question était plus est-ce qu'on va avoir des problèmes avec Famille de France ou pas? C'était plus ça, quoi, à ce stade-là, parce que t'as pas lu le 2e volume, c'est pas possible. Ouais, c'est pas encore, je viens de recevoir. Voilà. Quand tu lis le 2e volume, tu reviendras, tu m'appelleras en pleurant en disant David, c'est pas bien ce que t'as fait. Non, mais non, plus sérieusement, oui, c'est. Après, j'ai lu Crost de Ennis, donc voilà. Je pense que je suis préparé. Ouais. À beaucoup de choses. C'est à peu près du même niveau, mais pas pour les mêmes raisons. Mais ouais, et puis en plus. Le discours qui est tenu est un discours d'actualité par rapport à des événements qui ont lieu et ainsi de suite. J'étais vraiment c'était vraiment aussi c'est vraiment un coup de cœur. Mais je savais pas comment le lectorat allait réagir. Là pour l'instant, on attend vraiment de voir. Jusqu'ici, on a des bons retours. En tout cas d'un point de vue d'appréciation. Faut voir si les ventes vont suivre. Mais c'est pas à mettre en toutes les mains. On va être au salon de la jeunesse, ça ne sera pas sur notre stand. Non, c'est hors de question. Bah non. Si la personne qui le fait, en fait, il faut pas qu'il ait d'enfants. Ouais. Surtout pas. C'est moi qui ai fait les commandes alors. C'est bien. C'est une bonne chose. Oui, c'est bien. Voilà. Si ça peut te rassurer, je ne l'ai pas pris. Voilà. Je ne crois pas. Bah, sauf si vous voulez traumatiser des gamins, a priori, mais bon, c'est peut-être pas le but de votre ligne éditoriale non plus. On va attendre un peu quand même. Ouais. C'est pas le but. Mais justement, vous avez choisi de le faire en 2 tomes, alors que il existe en omnibus, absolument. C'est ça. Bah, je veux savoir pourquoi vous avez voulu le séparer en 2 tomes, sachant qu'on sait en plus que c'est une tendance qui généralise d'ailleurs même pas que pour le comics, mais même pour la BD de façon générale, que le format récit complet, le one shot, c'est quand même ce qui est en train de prendre un petit peu le pas en termes de popularité. Ça aurait fait cher et on avait moins d'1 an d'existence. Ça me semblait pas être forcément la première. Sortir des omnibus avec moins d'1 an d'existence, et du coup, c'est un peu. C'est risqué. C'est un peu risqué en fait. Et puis, le lecteur va se dire, tiens, c'est une nouvelle maison d'édition, je ne les connais pas, c'est pas une série avec des personnages connus, donc c'est moins une valeur sûre. On va dire, avec un premier numéro, c'était plus jouable. C'est-à-dire que les gens pouvaient plus facilement se laisser tenter.
Et faire des omnibus, ça reste un sujet qu'on n'écarte pas, hein, mais c'est juste que en année 1, c'est plus compliqué en fait. Déjà, il faut un peu s'installer et après, pourquoi pas, hein, par la suite. On le fait malgré tout pour Marjorie. Pour Marjorie, on le fait. On le fait. Donc, mais je pense que Marjorie, oui, aussi décadent et dépravé que c'est plus abordable. Tandis que là, c'est un peu, trash. C'est vraiment sombre. Après, on parle d'omnibus, mais dans l'ensemble, c'est que 10 ou 12 numéros, donc c'est du petit. C'est des intégrales, on va dire. Voilà. C'est de la petite intégrale, parce que pareil, je voulais savoir aussi comment vous avez décidé un peu de votre politique tarifaire, puisque, on sait que le comics fait partie des albums qui sont plus chers au rapport de page sur le marché en général. Donc, est-ce que vous avez les moyens d'essayer de tirer un petit peu vers le bas ou pas? Parce que je crois que notamment le Wax Floral, c'est quand même du 18,90. Alors, c'est dans la gamme de prix habituelle de tous les éditeurs. Ça reste un peu plus cher, par exemple, que les albums de base de Delcourt, un peu moins que ceux de Panini. Comment vous gérez ça? Est-ce que même en tant que gros groupe, notre avis plutôt qu'autre chose? On gère ça au milieu d'une crise du papier. Aussi, franchement, je veux pas venir pleurer dans les chaumières comme la plupart des éditeurs, mais on est tous dans le même sac pour l'instant. C'est vrai qu'il y a ça aussi. Ouais. Et je dois reconnaître qu'on en souffre tous. Donc pour l'instant, on subit plutôt cette crise qu'autre chose et du coup on essaye de s'adapter, donc on fait au mieux. On est en train de monter une politique effectivement de prix qui est pas encore tout à fait établie. On n'a pas eu assez de titres vraiment pour pouvoir la poser. Le but c'est d'arriver à quelque chose de cohérent en fonction de la pagination et tout ça. Et là pour l'instant, on est plus en réaction à ce qu'on a comme crise actuellement qu'autre chose, malheureusement. J'espère que ça va rentrer dans c'est clair qu'on aura des paramètres dans lesquels il va falloir qu'on rentre par rapport à des situations qui sont hors de nos mains, quoi. Oui, ça que vous contrôlez pas. C'était pas toi la guerre en Ukraine, du coup, Non, pas encore, pas encore. Responsable de beaucoup de choses, mais la guerre en Ukraine, pas encore. Pas encore. Non, mais vraiment. Dans l'idéal, ce serait fantastique d'avoir des albums à 12 €, mais dans le futur proche, je pense qu'il faut oublier. Non, mais d'ailleurs, c'est vrai que par rapport à votre lancement, où tu avais le choix aussi de partir en cartonné ou en souple, sachant que c'est aussi un format qui a maintenant un peu disparu, mais qui parfois revient à la mode ou qui essaie de se faire entendre en disant le souple c'est bien aussi, mais ça. Il parle pas de souple, il va faire une crise d'urticaire. Tout de suite, il va faire une crise d'urticaire. C'est pas ça, c'est-à-dire surtout que toi, à chez Album, t'en as vendu du souple. J'en ai vendu du souple. En fait, oui. Tu l'avais pas dit ça. Attendez. Si, attends. Non. Alors c'est assez simple. Ce qui s'est passé, en fait, c'est que pendant des années, c'était que du souple. Donc le problème, c'est que par la suite, ça a complètement dérapé et c'est devenu vraiment que du cartonné. Les souples, justifie-toi, vas-y. Les souples étant essentiellement cantonnés à des opérations commerciales ou ce genre de choses, ou encore effectivement du Walking Dead. Mais le Walking Dead a commencé en souple, donc on n'avait pas changé parce que le français est psychorigide de ce côté-là. Maintenant, Panini tente des choses. Il y a des trucs qui sortent en simultané, souple et dur. Je le taquine parce que c'est une vraie conversation qu'on a, un vrai débat qu'on a pu avoir à de nombreuses reprises. Et du coup, voilà, c'est un peu pour ça que je l'embête là-dessus, c'est qu'on en parle régulièrement. C'est une question qui se pose, notamment pour des titres avec peut-être des paginations plus faibles, pour réussir à garder des prix plus cohérents. Enfin, voilà, ce sont des questions qu'on se pose. Pour l'instant, on a fait le choix de rester sur du dur, mais voilà. C'est pareil pour le nombre de titres que vous publiez à l'année. Vous en êtes à moins d'une dizaine ou une dizaine pour une première année. C'est quelque chose que vous voulez amplifier ou vous voulez rester à un niveau plutôt... on va l'augmenter un petit peu. Excuse-moi, Dave, mais ça c'est plutôt moi qui fais, d'accord? Non, l'année dernière, on avait commencé en mars les publications. Oui, juin même. Et du coup, on n'a pas énormément de titres. On en avait fait 9. Là, cette année, on est parti sur une quinzaine. Je sais pas si on ira vraiment très très loin. L'idée, c'est quand même de rester sur une production assez maîtrisée parce que autant qu'on puisse les travailler comme on veut. Mais on en fera peut-être un petit peu plus, mais je pense pas qu'on ira beaucoup plus loin, quoi. Parce qu'en termes de format aussi, vous êtes dans un format très standard sur le comics par rapport à ce que les autres maisons d'édition peuvent faire. C'est quelque chose sur lequel vous voulez varier un petit peu, parce qu'on voit aussi d'autres éditeurs faire pas mal d'expérimentation. C'est une volonté à la base. La plupart des comics qu'on a pu sortir, en fait, sont sortis en fascicule, en tout cas à ce format-là. On n'a pas suffisamment de bouteilles, je pense, pour pouvoir dire regardez, on va faire une édition spéciale pour démarquer de notre production habituelle. Non, mais vu que tu te lances, ça te permet de dire regardez, c'est comme ça qu'on diffère des autres.
Non, pas plus. Non, franchement, là, sur ce coup-là, moi, je pense, on va dire, aux fans de comics qui aiment bien avoir un truc sur leur étagère. Aux collectionneurs tout court. Aux collectionneurs tout court, c'est vrai. Et exactement, te pas se dire, on va le sortir en format italien. Non. Autant que possible, on va essayer de tenir là-dessus. Par contre, oui, effectivement, je sais pas, si un jour on a une édition collector d'une Etienne Nemo, donc écoutez, on va la sortir en plus grand, en noir et blanc, dédicacé par Albuquerque, estampillé par l'auriculaire gauche de Gaiman. Oui, pas de problème. Ça va être un petit peu dur à faire, mais pourquoi pas. Faut viser grand. Voilà. T'as mentionné avant une Marjorie, donc je crois que tu parles d'un titre Marjorie Finnegan, de Criminel temporel de chez Awa. C'est ça. Par Garth Ennis, pardon. Et Goran Suzuka, la même équipe que sur Walk Through Hell. Ok. Oui. Donc ça, c'est parce que c'est quelque chose que tu vas sortir l'année prochaine. Absolument. Qu'est-ce que tu peux nous dire un petit peu là-dessus? Alors. Tu connais Doctor Who? Moi, non. En gros, c'est une fille qui se balade à travers le temps et l'espace et qui vole tout ce qu'elle peut. Et qui fait des blagues potaches. Et qui fait des blagues parfois très potaches à n'importe quelle époque. Donc, le problème, c'est qu'elle est poursuivie à travers le temps et l'espace par une policière qui n'est toute que sa sœur. Mais c'est pas fini. À côté de ça, elle a un problème. Son ex-mari, Stan, qui est bizarre, qui est rouge, qui a une cape et qui a des cornes, et qui vit dans un endroit où il fait très chaud, est affublé au fait d'un type qui a l'air d'être réellement méchant et qui veut modifier l'histoire. Voilà. Donc ça se passe à tellement d'époques que c'est même pas drôle. Ça va sortir en mars. Voilà. En mars. Et là, pour le coup, c'est vraiment un de nos coups de cœur pour l'année prochaine. Donc, voilà, on y croit beaucoup et on a beaucoup rigolé, même si on est carrément dans l'irrévérence totale. Ça, c'est sûr. C'est du pur Garth Ennis. Ouais. Mais voilà. Et donc là, en fait, c'est ce que je disais, c'est qu'à la base, c'était 2 tomes. Et pour le coup, c'est celui-là dont on parlait tout à l'heure. Voilà. On va en faire un seul tome, en fait. Parce qu'on trouvait ça plus pertinent. Là, justement, en débattant avec les équipes. Voilà. Si quelqu'un feuillette, il sait immédiatement dans quoi il se retrouve. S'il n'y a pas de « Oh mon Dieu, c'est glauque, qu'est-ce qu'on regarde ?» etc. Normalement, au bout de 10 pages, on se dit « Est-ce qu'on a envie de l'acheter ou pas ?» La décision est prise très rapidement. D'accord. Vous avez des intentions d'aller un peu sur des salons, de pouvoir accompagner vos titres avec de l'événementiel sur l'année prochaine, ou est-ce que c'est pas encore au programme pour l'instant? Alors si, on a prévu de faire des salons. On en fait là en fin d'année, on va faire Montreuil du coup. Ouais. Donc effectivement. Sans Walk Well, bien entendu. Je précise de nouveau. Voilà, avec une sélection choisie, n'est-ce pas? Après, t'as un des Assassin's Creed qui est assez violent quand même aussi, donc. C'est pas grave, c'est Assassin's Creed, ils jouent déjà quand ils sont jeunes, on s'en fout. C'est ce que j'allais dire. On se dédouane complètement en disant c'est la faute des jeux vidéo. Walk Through Hell, c'est plus le côté, un cynisme absolu. Le côté très sombre, quoi. Enfin, voilà. D'accord. Mais voilà, on a fait Japan Expo cette année, avec un stand dans leur partie Amazing, qui était la partie comics. Voilà, qu'on refera probablement Japan Expo l'année prochaine avec Black River, sous une forme différente cette fois. Mais pour l'instant, c'est pas encore tout à fait prêt. Et il faut que t'arrêtes parce que En fait, David fait des mimiques et des gestes. Heureusement qu'il est pas pour filmé. déconcentrer Alexandre. Non, et puis si on peut faire quelques conventions, tout ça, pour l'instant, on n'a pas encore assez de titres au fait pour venir soutenir tout ça. Il faut quand même avoir un minimum de titres pour pouvoir prendre un espace et le valoriser. Pour l'instant, on le fait avec Kurokawa. C'est plus simple. Ouais. C'est en ça que je disais qu'on peut s'appuyer sur les équipes de Kurokawa. C'est qu'on profite aussi de leur expérience. Et on a aussi fait une fois avec 404 Comics. Voilà, d'avoir un stand commun et profiter de le fait d'être dans le même groupe, quoi. Ah ouais. Bah, surtout qu'en plus, si vous axez un peu, si vous continuez axé sur des auteurs que vous publiez plusieurs fois, comme Garth Ennis et Goran Suzuka, ça permet, je sais pas, je dis ça comme ça, de les inviter, peut-être. Mais on en rêve tous, bien. On aimerait bien, on en rêve tous. Ouais. Dès l'instant où, on va dire, les voyages deviennent plus faciles et qui sont moins accaparés, oui, les offres vont commencer à arriver. Okay. Ouais, si on peut, on le fera. Ça, c'est des projets qu'on a. Mais c'est vrai que c'est encore un peu compliqué, les voyages. Enfin, honnêtement. Oui. Voilà. Très bien. Est-ce que vous pouvez m'en dire encore un peu plus juste sur les prochains titres que vous voulez publier en 2023? Alors, on va publier en janvier le Assassin's Creed Brahman dont il parlait tout à l'heure.
On va publier un Magic hors série, donc Magic the Gathering, mais ce sera Magic the Hidden Planeswalker, donc la Planeswalker oubliée, on l'a traduit. Voilà. En mars, on va publier donc le Marjorie Finnegan. Voilà, celui-là, on a vraiment hâte, en plus du reste, j'avoue. Skull and Bones. Skull and Bones, du coup, aussi, qui sera un petit challenge éditorial à lui tout seul. En avril, on publiera Enola Holmes. En fait, il y a un comics qui est publié qui fait la jonction entre le premier et le deuxième film. Voilà. Et le comics est fait par les gens qui ont fait le film. Voilà. Et du coup, c'est les personnages du film vraiment qui sont dessinés. C'est Millie Bobby Brown, c'est Henry Cavill. Helena Bonham Carter. Ouais. Donc, c'est très sympa. Et en avril, on publiera aussi Seven Swords, qui est donc un... Bah, je t'en prie, tu adores le présenter, fais-toi plaisir. Voilà. Qui est un croisement entre... D'Artagnan recrute les fines lames de l'époque. Un si tu as remarqué, D'Artagnan ressemble étrangement à Keanu Reeves. Ça, c'est son grand kiff, c'est de le montrer à tout le monde. Mais c'est quand même ouf. Donc voilà. Et donc on a un croisement entre c'est quoi les 7 mercenaires et la Ligue des Gentlemen Extraordinaires. Et donc, il recrute Don Juan, Cyrano de Bergerac, le Capitaine Blood, etc., etc., pour affronter l'ignoblissime cardinal de Richelieu qu'on adore détester. Voilà. En gros. Qui est devenu sataniste. Ouais, forcément. Sinon, c'est pas drôle. C'est le truc du cardinal qui fait ça, en fait. C'est logique. Ah, vraiment en mode uchronie, en fait. Exact. Voilà. Avec un côté vraiment, vraiment très décalé. Donc ça, c'est sur mars-avril. Et ensuite, on publiera Ragnarok en mai. Walter Simonson. Voilà. En gros, les Ragnarok, le crépuscule des dieux a eu lieu. Les dieux sont morts, mais les autres êtres survivent. Ont survécu et ils vont raviver un Thor qui est mort. Donc en gros, Thor zombie, je résume. Thor zombie énervé qui a promis de veiller sur la fille d'une de ses victimes. Voilà. Donc là, ça se démarque un petit peu du reste des titres que vous proposez, alors du coup. Qu'est-ce que tu racontes? Genre, voyons, la mythologie nordique, des zombies, c'est pile poil dans nos cordes. Ouais, mais sur l'auteur, sur Simonson, du coup. Sur Simonson. Mais c'est Simonson, mais faut pas oublier, genre, quand il dessine. C'est vrai que j'ai l'impression que tu parles à un autre type de lectorat encore. Oui. Bah, alors, Simonson, en fait, ça fait appel à des lectorats plus vieux de mon époque, on va dire. Voilà. Restons polis. Mais en fait, il sort un bouquin en fait tous les 4 ans. Donc là, on sortira les 3, pardon. Et pas sur 2023. On en sort 2 en 2023. Ouais, voilà. Le 3e en 2024. Il est en train de me recharger le programme. Là, je le vois venir à 10 km. Voilà. Pas du tout. Si. On en parlera plus tard. Donc, j'ai entendu. Mais en fait, il s'agit de la mythologie nordique qui a été rendue populaire par les films et ceci et cela. Et on peut pas se planter avec un zombie, c'est pas possible. Donc à partir de ce moment-là, voilà. Par contre, c'est une prise de tête, c'est-à-dire que voilà, il reste un dieu, puis et pas de très bonne humeur. Puis il est mort. Donc c'est l'exploration justement des 9 mondes et de savoir exactement comment ça va se passer, quel est son avenir, la quête dont il est affublé, etc. Donc je pense que en fait le vieux public peut être gagné parce que c'est Simonson, mais un jeune public peut être touché aussi sur le concept. Le concept. C'est-à-dire que là, ce sera plus au marketing de dire, de choisir les mots-clés pour bien vendre le truc. Ça sera vendu avec des runes ou un marteau. Par exemple. Pour tourner les pages. Un marteau zombie. Essaye de trouver quelque chose d'un peu dégradé. Voilà. Et est-ce que, alors c'est vrai que pour l'instant ça n'existe plus, mais c'est, sauf si vous avez d'autres titres encore annoncés, ou après c'est les snipers de après c'est les snipers. C'est les snipers. Donc, on va attendre un petit peu. Mais, ça, ce sera déjà les 6 premiers mois déjà de ce qu'on publiera. Ça fait déjà une bonne demi-année. Vous savoir si, éventuellement le FCBD France revenait, c'est quelque chose qui vous aurait intéressé d'y participer, même si on sait que c'est très compliqué de réussir à le faire revenir. C'est extrêmement intéressant comme question. Parce que ça fait plus d'1 an en fait que le FCBD a disparu. Oui, mais il nous contacte pour savoir si on peut reprendre la suite des opérations. Il cherche surtout un distributeur. Il cherche un distributeur. Et pour l'instant, je n'ai pas continué en fait dessus moi personnellement, mais il y avait des complications sur comment procéder en termes de logistique, savoir qui va continuer dans les éditeurs.
Parce que si on est les seuls à le faire, ça n'a aucun intérêt. Conceptuellement, on est pour. Ouais, parce que ça te permet de te faire découvrir quand même. Enfin, Oui, après, je sais que ça vous coûte d'imprimer des fascicules, mais c'est quand même quelque chose qui permet de se faire découvrir. À côté de ça, soyons bien clairs, l'aventure en elle-même est noble. Parce que, voilà, quel que soit, on va dire, l'éditeur, tout le monde, à l'heure actuelle, a envie de participer à ça parce que, c'est normal. Enfin, ça fait partie du jeu. Donc oui. On serait vraiment intéressé. Maintenant, faut régler les détails de logistique. Et là, par contre, une fois de plus, c'est complètement hors de mes compétences. Donc, le bébé a été refilé à quelqu'un d'autre et je pourrais dire si ça ne marche pas, c'est pas ma faute. Voilà. Astuce. Des fois. Extrêmement. Astuce très habile, très bien. Bah écoutez, ça fait 1 heure qu'on est ensemble, David, Alexandra. Je suis vraiment très content d'avoir pu avoir de votre temps. Donc merci de votre temps pour avoir pu un peu, présenter Black River et les parutions donc venues et à venir, que nous on continuera de toute façon de suivre avec First Print. Donc merci à vous. Merci à toi. Merci à toi. Et je vous rappelle que si vous appréciez les podcasts que l'on fait sur First Print, vous pouvez tout simplement le faire savoir. Donc n'hésitez pas à réagir dans les commentaires de notre émission, à partager sur les réseaux sociaux pour faire découvrir le podcast, mais aussi les personnes qui viennent y présenter leur travail. On vous rappelle qu'on a une page Tipeee ouverte H24 sur laquelle vous pouvez nous apporter pérennité pour les années à venir. Merci de nous avoir écoutés et à bientôt pour le prochain podcast. Au revoir.